Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur SICA. Des milliers d'emplois supprimés et d'autres encore menacés, des chapelets de récrimination sur fond de fronde sociale latente et prête à exploser. Il s'agit là de la face visible d'un sombre tableau qui se dessine depuis la mise en œuvre de la réforme administrative initiée par le gouvernement du président Patrice Talon au Bénin. Attiré par le tintamarre de la sérénade de liquidation et de privatisation programmée de sociétés phares du secteur primaire et du secteur tertiaire de l'économie béninoise, des députés de la minorité parlementaire se veulent désormais des porte-voix de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Déclic porteur aux manœuvres politiciennes. Quoi qu'il en soit, le cercle du ras-le-bol s'agrandit de plus en plus autour de ces emplois qui volent en éclats du jour au lendemain. Avec nos deux invités en plateau, nous allons revenir non seulement sur cette rencontre entre députés et victimes des réformes administratives, mais aussi sur la situation de ces emplois toujours menacés, plus précisément du côté de la SONAPRA. La discussion de ce jour se fera avec vous, Kamar Wassongari. Vous êtes le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA, Ultra SONAPRA. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On sera également avec vous, Fortuné Assogba. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Nouvelles Mutations. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Emmanuel. Fortuné Assogba, je reste avec vous. Une rencontre comme celle-là de députés avec des travailleurs dont les emplois sont supprimés ou menacés, ce ne sont pas forcément des images que nous voyons très souvent par ici au Bénin. Est-ce à dire que l'heure est vraiment grave? S'il y a un mot plus fort, on peut en utiliser. L'heure n'est pas que grave, l'heure est très grave. Il faut avoir le courage de le dire. Si on s'en réfère à ce qui était dit la fois dernière avec les députés au niveau du CODIAM ou les députés de la minorité, ceux qui se veulent être proches de la population, du peuple qui leur a donné mandat, je pense que l'heure est grave et que le peuple souverain doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et c'est vers là ce que je pense qu'on s'achemine, parce que les députés qui se veulent de la minorité parlementaire, qui se veulent être proches du peuple, se rapprochent de ce peuple, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a des matières à donner réflexion au gouvernement qui est venu, non pas pour préserver les emplois, mais pour en saccager, et ceci suffisamment. Alors, la rencontre en elle-même paraît assez inédite. C'est aussi une initiative d'une minorité parlementaire que d'aucuns qualifient d'instrumentalisation, de récupération politique ou encore de manœuvre politicienne. Non, je pense qu'on dise, ce serait malhonnête de penser que c'est de la récupération politique. Le peuple, c'est le peuple qui élit les députés. Ils sont au Parlement pour représenter le peuple. Aujourd'hui, on voit que ce peuple-là est meurtri et qu'on constate un groupe de près de 60 députés qui disent « Nous, on soutient l'action du gouvernement et on ne veut pas se pencher, on se refuse de voir la vérité en face. » Vous pensez qu'un gouvernement responsable peut venir et massacrer les emplois tous les jours et que l'on dise qu'on est de la majorité présidentielle, on n'a pas le courage de dire « Attention, nous représentons le peuple et nous sommes tenus de veiller sur les intérêts du peuple. » Mais il y a un problème qui se pose. Si certains se donnent ce vilain plaisir de réfléchir par récupération ou par instrumentalisation, non, c'est des emplois, c'est des pères de famille, c'est des milliers de bouches qui sont en difficulté. Monsieur Emmanuel, je ne veux pas croire, les gens ont dit peut-être comme il y a en face de moi le SG du syndicat, qu'ils nous disent, j'ai appris qu'il y a déjà des morts, mais je ne veux pas croire à ça. Mais il en aura si rien n'est fait. Monsieur Emmanuel, il ne faut pas qu'on se voile la face, il en aura, parce que c'est des milliers de bouches.
derrière un seul fonctionnaire béninois, vous savez combien de bouches il y a? Vous le savez bien. Vous qui êtes assises là, si aujourd'hui on vous licencie d'ici, voyez le nombre de bouches que vous nourrissez. Ça ne se limite pas à la petite famille que nous avons. Vous vous étonnez que 60 députés de l'autre côté ne prennent pas une initiative pour quand même venir du côté quand même de ce peuple qui souffre de ces emplois qui sont perdus. Mais on n'a pas à s'étonner de la chose. Ils soutiennent un programme d'action du gouvernement et c'est la mise en œuvre de ce programme d'action qui aujourd'hui enlève d'emplois. Donc si je comprends bien, tout ce que le gouvernement fait est bon. Et on ne doit pas s'interroger sur le bien fondé de certaines décisions, de certains actes qui vont à l'encontre des intérêts du peuple. Non, c'est dommage. C'est dommage qu'on assiste à ces gens de scène. Mais dans ce pays, pour un individu, on a paralysé les régies financières pendant des mois. Et aujourd'hui, on parle des milliers d'emplois supprimés et dans tous les secteurs d'activité. Et on trouve que c'est bon, mais je pense qu'il y a quelque chose. Ce peuple a une âme qu'on n'oublie pas. Il faut qu'on sache que le Bénin appartient à tout le monde et que ceux qui font ça aujourd'hui vont en répondre demain. En répondre là, c'est pas forcément c'est demain qui vient là. Mais si on pense qu'on est fort pour faire aujourd'hui, je pense qu'ils vont se faire rattraper. Ces députés qui aujourd'hui gardent le silence vont répondre demain. Parce que demain, comme je l'ai dit, ce serait leur tour. Ils ne seront plus spectateurs joyeux, mais malheureux. Je reviendrai à vous, Fortuné Assoba. Kamar Ouassangari, vous étiez à cette rencontre avec les députés de la minorité parlementaire pour les travailleurs de la SONAPRA qui font l'objet de cette procédure de liquidation. C'est forcément un soulagement d'avoir un tel soutien de ces députés de la minorité parlementaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je ne les considère pas comme des députés de la minorité, mais comme des députés tout simplement. Parce que nous avons entamé une démarche depuis un moment et nous avons pu rencontrer, en dehors du député Sifou qui a introduit une question d'actualité, nous avons rencontré le député Rachid Gouanabassi. Et le député Rachid Gouanabassi n'est pas de la minorité, mais il est un député. Donc nous sommes dans une démarche de rencontrer nos représentants. Et quand vous avez l'opportunité d'être invité par un groupe, c'est que vous devez répondre présent et leur expliquer la situation. Parce que la rencontre avec les députés du groupe parlementaire La Voix du Peuple et le Peuple d'abord, c'était quand même l'occasion pour nous d'exposer les problèmes que nous vivons depuis le processus de liquidation de la SONAPRA. Et on était sûr que le chef de l'État, qui apparemment n'est informé de rien jusqu'à l'heure où nous parlons, allait pouvoir, par le fait de ces députés, savoir ce qui se passe. Et déjà, avec l'interpellation du gouvernement qui a eu lieu hier et les interventions des uns et des autres, je suis sûr que maintenant le chef d'État est informé. Et je crois que d'ici là, il doit pouvoir réagir. Parce qu'il a formellement dit qu'aucun emploi de ces structures à liquider ne sera perdu. Donc s'il a dit et n'était pas informé de tout ce que son ministre de l'Agriculture fait en complicité avec le liquidateur, aujourd'hui il est informé, il doit pouvoir prendre des actes. Alors, c'était quand même des moments de vives émotions aussi durant cette rencontre, M. Ouassangari. On note que ces suppressions d'emplois produisent déjà des séquelles et des victimes. Oui. C'est des situations sur lesquelles j'arrive à m'exprimer difficilement. Parce qu'on a connu des collègues avec qui on a lutté pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir 450 000 tonnes dans le secteur cotonnier, qui est une fierté du gouvernement, mais qu'on sache que c'est les travailleurs de la SONAPRA qui ont contribué à ça, que ces collègues puissent tomber dans le feu de l'action du fait qu'il y a le procès de liquidation. Parce que nous avons perdu effectivement deux collègues. La première qui est tombée malade courant janvier, c'est-à-dire la liquidation a été prononcée le 30 novembre. Et au lendemain, en même temps, ils ont suspendu l'assurance maladie du personnel.
Ce qui faisait que les gens ne pouvaient plus aller se soigner. Donc, on a une collègue qui est tombée malade, mais qui n'a pas pu bénéficier de l'assurance, qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge de la Sonapra, et faute de moyens. Et les salaires accusés et de retard, les salaires n'étaient pas payés. Faute de moyens, cette collègue a rendu l'âme. Le second, c'était le 5 mai, jour que le liquidateur a choisi. Mais, premier mai, fête des travailleurs, où on était sûr au moins, c'est une période où on devait avoir la confirmation du maintien de nos emplois. C'est ce 5 mai que le liquidateur a choisi d'annoncer le licenciement collectif de tout le personnel. Et c'est à l'annonce de cette nouvelle que le second collègue a piqué une crise. On l'a amené à l'hôpital de Boko, mais il n'a pas pu sortir. Il a rendu l'âme à ce niveau. Et nous avons d'autres collègues qui sont aujourd'hui dans des situations critiques, parce qu'ils sont malades, des maladies, d'autres qui étaient même qui bénéficiaient de l'assurance, mais qu'on a arrêté, donc qui sont obligés aujourd'hui de supporter eux-mêmes les frais de soins, qui aujourd'hui sont dans des situations critiques. Je n'aimerais pas revenir ici dire qu'ils ont rendu l'âme, mais nous continuons de prier pour eux. C'est ce qui nous reste aujourd'hui pour qu'ils puissent quand même mieux se porter. Mais je pense qu'on peut arrêter cette saignée. On peut l'arrêter parce qu'il suffit d'un mot du chef de l'État. Et comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il n'est pas présentement au pays. Quand il va venir, ça doit être en principe la première décision à prendre. Alors, la véritable question qui se pose aujourd'hui, Fortuné Asoba, c'est de savoir qu'est-ce qu'une telle rencontre pourrait apporter à la situation des travailleurs. Parce que, ne l'oublions pas, ils sont à peine une vingtaine de députés sur 83. Et quoi qu'on dise, la dernière décision revient à l'exécutif. Oui, exactement. Je pense que la question se pose effectivement. Mais une chose est certaine, ils sont des députés, des élus du peuple. Peu importe le nombre qu'ils sont, à un moment donné, ils vont porter la voix de ce peuple. Et je pense, certains l'ont déjà fait par interpellation du gouvernement à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, moi je refuse de croire, comme le SG vient de le faire de façon diplomatique, que le chef de l'État n'est pas informé de la suite. Je pense non, il est bel et bien informé. On ne peut pas se voiler la face. Ne vous empêchez pas de vous dire la vérité. Que le chef de l'État n'est pas informé, il est l'instigateur. C'est lui, c'est son programme qu'il est en train d'exécuter. Et dire aujourd'hui qu'il ne sait pas de la suppression des emplois, c'est faux. C'est faux. Je pense que si vous faites la langue de bois, vous perdez. Vous ne perdez rien en disant la vérité. Le chef de l'État est informé, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il respecte ses engagements. Il a dit quelque chose. Les emplois seront préservés. Aujourd'hui, vous constatez avec désarroi que ces emplois-là ne sont pas préservés. Il est où? Interpellez-le. Vivement. N'ayez peur de rien. Il est là, c'est le père de la nation. C'est ce que la Constitution a dit. Il doit répondre et respecter ses engagements vis-à-vis du peuple. Mais le chef de l'État a vraiment dit que des emplois seront préservés. Il y a 7 agences qui seront créées à l'issue de la liquidation de la Sonapra. Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire confiance à la parole du chef? Ah oui, faire confiance, nous sommes d'accord. Mais en attendant que ces agences soient créées, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qu'on a mis dehors aujourd'hui? J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure, je veux que le SG le confirme, qu'on demande à ces employés qui ont déjà fait 20 ans de service d'aller à la NPE. Mais c'est une insulte à l'intelligentsia béninoise de demander à un employeur qui a déjà fait 20 ans, un père de famille proche de sa retraite, d'aller déposer les dossiers à la NPE ou au FNPEJ. Mais ils ne sont pas responsables là. Si vraiment ce ministre-là dit, je pense que j'attends la confirmation avec le syndicaliste, qu'ils disent, mais c'est totalement irresponsable que le SG se mette ici, dit que le président de la République n'est pas informé. Je pense qu'ils doivent redoubler d'ardeur et prendre leur courage à d'eux-mêmes pour dire ceux-là, ils ne sont pas responsables. Parce que dire à des milliers de personnes, aujourd'hui où on dit les enfants ont des diplômes, ils sont à la maison, les petits-enfants sont à la maison, et à la charge du père. Et ce père-là,
on le licencie, on le met à la porte du jour au lendemain. Et là où ses petits-fils iront demander d'emploi de petits jobs, on dit encore maintenant, il faut que le grand-père aille là-bas. On reviendra certainement sur la réponse du ministre devant les députés à l'Assemblée nationale, plus en détail, Fortuné Assoba. Si vous me le permettez, Monsieur Wassangari, je reviens avec la même question, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre que vous avez eue avec les députés, ou bien je repose la question autrement, qu'est-ce que cette rencontre pourrait apporter aux travailleurs qui traversent cette situation dans les jours à venir? Oui, comme je l'avais dit tantôt, c'est que cette rencontre a permis aujourd'hui au chef d'État de savoir ce qui se passe. Vous voyez... Ce n'est pas forcément l'avis de Fortuné. Oui, vous voyez, mais je suis croyant. Et je prends les paroles d'un chef d'État comme les paroles d'évangile, comme les écritures du Saint-Coran. Je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter, à moins que le chef d'État, à son arrivée, me démontre le contraire. Je ne peux pas douter qu'il puisse prendre des engagements et faire autre chose. Et là, si à son arrivée, il ne prend pas acte, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus dire qu'il n'est pas informé de ce qui se passe avec l'intervention des députés, s'il ne prend pas un acte, là, on saura qu'il a vomi sur sa parole. Et jusqu'à là où nous parlons, je ne veux pas croire que ce chef d'État va vomir sur sa parole. J'essaie de lui donner encore quelques jours pour savoir si effectivement ce qu'il a dit, il le respecte. Mais dans le prolongement, c'est vrai que notre ministre de tutelle, c'est lui qui est allé répondre aux députés. C'est vrai, je confirme qu'il a dit que d'aller chercher emploi à l'ANPE, FNPEJ. Mais vous voyez, son commentaire ne nous étonne pas. Parce que vous voyez, nous avons un ministre qui ne peut pas tenir un débat sans un document, depuis sa prise de service. Rappelez-vous bien, lors de la présentation du programme d'action du gouvernement, là où tous les autres ministres sont venus présenter leur secteur, c'est le ministre Dossoui qui est venu présenter les réformes engagées au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Ça veut dire que c'est un ministre qui ne maîtrise pas, au fait, le contenu même de la mission pour laquelle elle a été désignée. Et c'est d'ailleurs pourquoi il fuit les caméras et je lui lance un défi. Si vous l'invitez pour un débat, il ne viendra pas. Mais si c'est un point de presse où il va prendre un document et lire, là, vous le verrez. Parce qu'il ne maîtrise pas ce pourquoi il est là. Nous n'avons pas porté du jugement sur les capacités intellectuelles du ministre. Allons dans le fond. Oui, vous voyez, le ministre a porté un jugement sur les capacités intellectuelles et travail de la SONAPA en nous demandant aujourd'hui, nous, d'aller au niveau de FNPEJ, de l'ANPE. Et les jeunes qui viennent, on ira disputer ces places avec eux. Encore que son patron même a fait la promesse qu'aucun emploi ne va être perdu. Alors là, il est là. Quel est alors son rôle? Je ne veux pas, mais c'est des faits. Et vous voyez, j'ai comme l'impression, je vais peut-être lui demander, je ne sais pas si les enfants du ministre sont encore au pays, c'est mieux pour eux d'aller déposer les dossiers au niveau du FNPEJ et de la NPE. Mais nous ne voulons pas aller disputer les places avec ces enfants. J'estime peut-être que c'est des enfants encore qui sont jeunes, mais c'est mieux pour eux, on concède ces places aux enfants du ministre. Mais il faudrait quand même, quand on a la responsabilité de gérer un secteur où eux-mêmes, quand je lis cette demande, où ils promettent d'ici 2021 avoir plus de 120 000 emplois directs, je pense qu'il ne faut pas détruire 120 000 emplois pour créer 120 000 autres. Là, on n'aurait pas bougé. Les 120 000 emplois doivent venir en plus. Or, il fait la promesse, c'est là la contradiction. Il a fait la promesse qu'il y aura 120 000 emplois directs, mais dans le même temps, on veut purger le ministère de l'Agriculture des travailleurs. Fortuné Assoba, on est quand même très bien loin de ces 500 000 emplois par an promis par le chef de l'État. La situation actuelle, le député Valentin Dianoté qui était à cette rencontre qualifie carrément la situation de drame social. Est-ce qu'on en est vraiment là? Je l'avais dit tout à l'heure, je pense que c'est un drame social. Il n'y a pas d'autre mot plus fort que d'utiliser ceux-là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est des milliers d'emplois. On parle de milliers d'emplois supprimés. Et derrière un seul fonctionnaire béninois, on sait combien de personnes il y a derrière.
regardez tout ce monde au chômage. Que deviendront les familles? C'est là la question. On a eu des témoignages lors de ces rencontres, des couples, des familles qui se sont disloquées, des parents qui... vous voulez que ces milliers d'employés mis à la porte là, mettent tous d'abord de façon collective avant que nous ne sachions qu'il y a un problème, qu'il y a un drame, c'est un drame. On ne verra pas tout ce monde-là mourir en une seule seconde avant de dire que c'est un drame. C'est un véritable drame. Et je pense que le chef de l'État est garant de la vie et de la survie des Béninois. Et cette politique de suppression sauvage d'emplois n'arrange pas le peuple qui lui a donné ce pouvoir-là. Ou bien, on nous rassure qu'il y a des emplois en création, mais en garantissant, en rassurant ceux-là qui sont déjà en emploi et on vient de mettre à la porte, vous êtes les prioritaires, vous êtes déjà dedans, considérez-vous que vous êtes dedans. Moi, je ne comprends pas pourquoi le liquidateur va venir et dire on fait un licenciement collectif, alors qu'on a dit il y a préservation des emplois. Non, il y a contradiction. Et c'est là que je ne veux pas croire à cette diplomatie dont fait preuve mon contradicteur. Je pense qu'aujourd'hui, le problème est crucial. Que dit le cahier de charges à la SONAPRA en matière de liquidation pour que aujourd'hui on assiste que le liquidateur vienne faire un licenciement collectif? Ce n'est pas pour la première fois qu'on privatise des sociétés au Bénin. Mais c'est pour une première fois que moi, j'apprends quand même que tous les travailleurs ont été mis à la porte. Mais le cas de la Sonacop est encore là. Est-ce que les emplois avaient été supprimés? Je ne crois pas. Il y a beaucoup d'autres. Mais si aujourd'hui, on parle, on a liquidé la Sonapra, les milliers de personnes sont mises à la rue. On parle de la fermage d'hôpitaux. Tous ceux qui sont là, on les met à la porte. On parle de délégation ou bien de gestion, de concession. Le port autonome du Cotonou. On parle du port. Mais imaginez, qu'est-ce qu'on va vivre? Mais ce serait plus dramatique que l'épidémie de Lassa ou Ebola. Ça, c'est vrai. On va pas aller Donc, jusqu'à cette comparaison. On fait cette comparaison vu ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une analyse. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on veut faire quand même de l'objectivité, il faut faire ces comparaisons-là. Parce que quand tu ne vis pas, quand tu ne manges pas, quand tu n'as pas d'emploi, tu vas devenir quoi? Ou bien on veut fabriquer des gangsters dans toutes les rues de Cotonou et du Bénin. Non, je pense que si on fait une politique de développement sans inclure la préservation des emplois, je pense qu'il n'y a pas de développement. On ne peut pas faire l'alphatage de toutes les rues du Bénin et on va voir des chômeurs ou bien enterrer des morts chaque seconde quand même du fait de manque d'emploi. Alors, M. Ouassongari, parlons un peu de cette liquidation. Quelle est l'évolution actuelle de la situation au niveau de la SONAPRA? Parlons de ce processus. Oui, c'est vrai que dans l'intervention de mon vis-à-vis là, j'ai vu appelé du liquidateur. Donc c'est le personnel central du processus au niveau de la SONAPRA. Et à la SONAPRA, c'est le cabinet Maza de M. Armand Fandouan qui a son siège en Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que après sa prise de service, il est devenu, il a été porté disparu parce que c'est son délégué, un certain Justin Fandouan qui est là, qui conduit l'opération. Lui-même, il est reparti en Côte d'Ivoire pour d'autres affaires. Donc vous voyez, nous sommes, depuis le lancement de ce processus, le liquidateur n'a pas voulu associer les forces sociales.
il s'est mis dans son bureau, il a calculé ses droits, pour dire que c'est les droits du personnel, et il nous invite à venir signer pour pouvoir recevoir les virements. Mais nous avons cherché à savoir quel est le contenu. Parce que quand on parle d'un paiement de droits, ça veut dire que tout ce que vous avez comme arriéré, tous vos congés, en dehors des arriérés que la structure vous doit, les congés, le préavis et les droits même doivent être pris en compte. Parce que si on vous paie, c'est comme vous n'avez plus un lien avec cette maison. On ne peut pas vous payer une partie et vous dire de partir. Et voilà, nous sommes dans cette situation. Quand on a appris qu'il a pris certains éléments, pas tous les éléments, pour calculer un droit, il demande aux gens de venir signer. Donc, nous, au début, on n'a pas voulu y aller. C'est-à-dire, pour prendre d'abord la lettre de licenciement. On n'a pas voulu prendre la lettre de licenciement du fait du liquidateur même. Parce que c'est au cours d'une assemblée générale qu'il disait qu'il avait une commission pour le personnel. Et j'ai pris la parole pour demander quel était le contenu de cette commission. Il nous a répondu que c'est des documents individuels qu'il ne pouvait pas le dire en assemblée générale. Et dans ce cas, alors, on va se retirer et qu'il appelle les collègues de façon individuelle pour leur faire la commission. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Mais il nous a plus rappelé. Mais il a procédé par des subterfuges en appelant certains pour dire si vous êtes les premiers à signer, quand il s'agit de vous reverser, on va vous reverser. Donc, vous voyez, c'est une politique de diviser pour pouvoir régner. Et des gens sont partis. C'est vrai aussi, il faut aussi reconnaître que là, des collègues qui sont à 1 année, 2 ans de retraite, qui ont déjà suffisamment cotisé, qui peuvent bénéficier d'une pension de retraite, qui étaient déjà prêts, qui nous avaient déjà informés que quand il s'agit de dégraisser un peu le personnel, qu'ils sont prêts à partir pour réduire le nombre et permettre le redéploiement des jeunes au niveau des autres agents. Donc c'est normal que ces anciens-là puissent rapidement prendre leur truc pour pouvoir introduire leur dossier au niveau de la CNSS pour pouvoir bénéficier au moins de l'année. Mais les jeunes, moins de 15 ans de cotisation, il fallait quand même qu'on puisse au moins voir qu'est-ce qui est prévu. Parce que ce que le liquidateur ne sait pas, j'ai remarqué que le ministre aussi ne sait pas. Même si on doit nous en faire dans les nouvelles agences, c'est qu'on est obligé de nous payer les droits. Peut-être ne pas nous payer les droits, ça veut dire que nous allons dans cette nouvelle agence avec notre ancienneté. Voilà. Quelqu'un qui a fait 15 ans à la SONAPA, on ne lui paie pas les droits et il va dans une nouvelle agence. La nouvelle agence qui vient de créer doit comptabiliser les 15 ans de service qu'il a déjà effectué. Donc pour ne pas mettre une charge lourde dans cette nouvelle agence, c'est qu'on paie les droits et tous les travailleurs qui seront transférés au niveau de ces agences comme s'ils viennent de commencer. Même si demain il y a quelque chose, on ne peut plus dire à cette structure de piller les droits de plus de 15 ans, 20 ans. Donc, quel que soit le schéma, c'est qu'on doit forcément payer des droits. Mais j'ai remarqué que ce soit le liquidateur et que ce soit le ministre, c'est qu'ils ne lisent pas le code du travail. On ne peut pas dire qu'ils ne lisent pas le code du travail. Oui, parce que les agissements de liquidateurs vont à l'encontre des dispositions du code. À moins qu'ils lisent, mais ils ne veulent pas appliquer. Peut-être ça. Après, ils lisent, ils ne veulent pas appliquer. Donc, tous les actes qu'ils posent, et même quand dans les interventions, on dit on a reçu l'autorisation de la Direction générale du travail. La première rencontre qu'on a eu à faire, sur insistance, à chaque fois qu'il y a un bon, on écrit à la DGT. Quand c'était le 11 avril. Or, 2017. Le 11 avril 2017, ils ont reçu l'autorisation le 27 avril. Et le 5 mai, notifie la lettre de licenciement. Or, l'article 38 du Code du travail dit que pour une structure de plus de 50 agents, il faut attendre 45, même si vous avez il faut attendre 45 jours avant de faire la notification. Mais 11 avril, la première rencontre, et 5 mai, moins de 45 jours. C'est à croire qu'ils étaient pressés de finir avec. Et je vous dis, la SONAPA, comme le ministre l'a dit hier, qu'on a plus de 300 conventionnés. Nous avons 281 conventionnés. Le reste, c'est des contrats de durée déterminée. Et c'est pourquoi il n'a qu'à lire les documents pour savoir au moins, quand il vient parler devant la représentation nationale, l'exactitude des données qu'il a. Donc, c'est pourquoi il dit, on a 281 conventionnés qui avaient déjà plus de 50. Ça, donc, on devait attendre au moins 45 jours de faire la notification. Et je dis, le liquidateur, il calcule les droits, il ne nous associe pas,
Mais j'ai été surpris d'entendre hier devant la présidence Quand vous nationale. dites que le liquidateur ne vous associe pas, est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais eu une séance de dialogue, de discussion avec le liquidateur? D'accord, je vous explique. Quand elle est venue prendre service le 14 février 2017, il n'a pas voulu que les forces soient à la cérémonie de passation de service. Mais on a saisi par écrit et nous a reçus 2 semaines après. Et nous a dit qu'il n'a reçu aucune orientation du gouvernement en ce qui concerne la gestion du volet social. Et quand il aura l'information, qu'il va nous appeler. Mais je vous dis, depuis ce moment, il ne nous a plus reçus. Ça fait combien de mois déjà? Je dis, c'était le 14 février, 2 semaines, il nous a reçus. 2 semaines après, c'est-à-dire vers fin février. Mais depuis fin février, il ne nous a plus reçus. On lui a essayé par écrit, mais jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Nous sommes allés à la direction générale du travail le 11 avril. Le 11 avril, les inspecteurs ont compris qu'il n'y a pas eu de discussion préalable au niveau de la SONAPRA entre nous. Parce que les discussions se mènent entre le liquidateur doivent se mêler les travailleurs, les forces sociales. Et il doit, quand vous prenez l'article 60 du code dit, il doit avoir un protocole d'accord où tout ce sur quoi vous êtes entendu, vous signez pour qu'il n'y ait plus de supputation après. Mais ils ont remarqué qu'on n'a pas eu cette discussion. Et le 11 avril, ils ont dit, lors de la rencontre, comme ils ont constaté qu'il n'a pas eu de dialogue, ils ont dit non, retournez d'abord à la SONAPRA, discuter avant de revenir. Et c'est le 21 avril qu'on a la seconde rencontre au niveau de la direction générale. Et la rencontre portait sur le motif à évoquer et le motif du licenciement. Par exemple, on voulait dire que c'est un motif économique, mais là, on leur a fait quoi? On leur a fait comprendre que la liquidation de la SONAPRA n'est pas du fait c'est pas ensemble avec les travailleurs que ça a été décidé. C'est par rapport au prérogative que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a décidé de son plein droit de la liquidation. Donc c'est le gouvernement même qui a pris la responsabilité de procéder à la guerre. Donc ça, c'est en droit, on appelle le fait du prince. C'est le prérogative de l'État. Mais dans ces cas, c'est qu'il doit avoir des mesures d'accompagnement des dommages et intérêts. Mais étant donné qu'ils ne veulent pas faire, ils ont reconnu pour pouvoir ils ont dit d'accord, nous reconnaissons. Et l'inspecteur du travail disait retournez maintenant pour discuter, maintenant on devait discuter maintenant du contenu des droits. Mais quand nous sommes partis jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas discuté. On n'a pas discuté. Et c'est après on apprend qu'ils ont calculé. On va revenir à vous, M. Ouassangari. Fortuné Asoba, vous avez suivi un peu le secrétaire général de l'Ultra SONAPRA, de votre position d'observateur, d'analyste, votre réaction? Oui, moi, ça me conforte dans ma position. Depuis le début de l'émission, je dis que la responsabilité de l'État est engagée, la responsabilité du gouvernement est engagée. Je pense que si on va partir de la dernière phrase de SG, je pense que aujourd'hui, l'État, le gouvernement et les chefs de l'État en particulier doivent prendre le dossier à bras le corps et dire, j'ai promis aux forces sociales que les emplois ne seront pas supprimés. D'autant plus que le chef de l'État a promis de préserver les emplois. Et pourquoi on ne va pas à un protocole d'accord? Oui, pourquoi ça suivez-moi. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le AG vient de me conforter dans ma position. Le chef de l'État ne va pas nous dire quand même qu'il ne suit pas le dossier parce que c'est lui qui a pris la décision de liquider la maison. Une maison qui ne souffrait de rien. On ne va pas nous dire que la maison souffrait de quelque chose. Non, la maison n'était pas malade. Maintenant qu'on décide de la liquider, il faut la liquider et payer les droits. Même si aujourd'hui, ils calculent tous les droits. On paye les gars, on les met dans la rue, dans les règles de l'art. Je pense qu'ils vont se plaindre moins. Mais aujourd'hui, vous venez de constater avec moi que aucune séance, il n'y a pas un lien de dialogue entre les forces sociales et les liquidateurs. Ni le gouvernement, ni le liquidateur ne veut écouter les forces sociales. Il y a un problème qui se pose. Ça veut dire qu'il y a de la méchanceté. Il va falloir quand même alors que les trois parties s'asseyent et discuter et trouver la bonne solution.
pour que, même si les emplois ne sont pas préservés, comme le chef de l'État l'a dit, ça veut dire quoi? Il a parlé en l'air, il a fait du vent. Les Béninois vont en aviser en son temps. Mais qu'on s'asseye et que On peut trouver un consensus. le minimum soit fait à l'endroit des travailleurs. Parce que là, je comprends qu'il y a un dialogue comme un dialogue de sous ou bien même il n'existe pas. Le dialogue n'existe pas. Parce que le liquidateur ne peut pas aller faire le travail, aller calculer les droits sans associer les travailleurs. Il faut que les travailleurs, on dise, bon, voilà ce qu'on veut faire, voilà, ah non, ça ne nous arrange pas parce que voilà. Et que les deux parties s'entendent sur la surveillance ou sur la supervision du gouvernement. Mais si cela n'existe pas, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun cahier de charge concernant le volet social après la liquidation. Ça veut dire que le gouvernement même a menti aux travailleurs. Si le ministre de tutelle aujourd'hui n'est pas en mesure de dire « Ah, non, ce n'est pas ce qui est prévu » et que le ministre se met dans la position de défendre le liquidateur ou de se moquer des travailleurs, ça veut dire qu'aucun cahier de charges n'existe. Alors, M. Assangari, à vous entendre, on vous a suivi tout à l'heure, on comprend qu'en réalité, vous n'êtes pas forcément contre la liquidation de la SONAPA, mais vos griefs, vous les portez contre la démarche employée dans le cadre de cette liquidation. Oui, vous savez, notre constitution confère au chef de l'État de définir la politique agricole du pays. Donc, si le chef de l'État estime qu'il faut créer cette agence de développement agricole et fermer la SONAPA, bien entendu, que ce travail de la SONAPA puisse être transféré dans ces agences, nous, on suit. On est dans la dynamique de lui faire réussir la politique agricole contenue dans son PAG. Donc, nous, on est dans cette... C'est ce qu'il a voulu, il estime que ça peut, qu'il faut créer cette agence, on l'accompagne. Donc, on ne peut pas dire qu'on est contre la liquidation de la SONAPA, mais c'est que qu'on nous transfère dans des agences, on va poursuivre le travail que nous avons l'habitude de faire. Mais la démarche du liquidateur, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes, et de son ministre. Vous avez vu le conseil des ministres du 30 novembre, comme vous avez relevé tout à l'heure, la SONAPA n'avait aucun problème. Et le conseil des ministres aussi, en parlant de la liquidation, n'a pas parlé d'un problème économique de la maison. Ils ont dit, du fait de la création de cette agence, qu'il y a une superposition d'activités entre ces agences et la SONAPA, donc il faut forcément procéder à la liquidation de la SONAPA. Voilà ce que le conseil, ils n'ont pas parlé d'un problème économique quelque part. Mais vous avez, après, quand ils ont vu que la démarche qu'ils sont en train d'emprunter pose problème, ils ont commencé, même hier, et le ministre a dit, depuis 4 ans, parce que leur référence est toujours 2012, que la SONAPA a des problèmes. Depuis 4 ans, la SONAPA a des problèmes, mais la SONAPA est là. Mais je vous explique. Vous savez, la SONAPA avait des usines de grainage. Des usines de grainage qui sont aujourd'hui au niveau de la SODECO. Et ces usines de grainage ont fait l'objet d'une session en 2008, en septembre 2008. Mais il faut vous dire, les fonds issus de cette session n'ont jamais été reversés à la SONAPA. Les fonds n'ont jamais été reversés à la SONAPA. C'est resté au trésor. C'est vrai qu'on vend notre outil de production, c'est-à-dire l'État. Parce qu'il ne faut pas que quand ça arrange, parfois qu'on dise que l'État est une continuité. Quand ça n'arrange pas, on dit ce que l'autre a fait, ce n'est pas bon. Moi, je sais que l'État est une continuité. C'est ce qu'on m'a appris à l'école. Donc, c'est l'État même qui a décidé de la cession de l'outil industriel de la SONAPA. Mais sans reverser. Sans reverser. Si l'État décide de ne pas reverser les frais de cession, c'est que l'État estime alors que vu l'orientation qu'il veut donner à la SONAPA, c'est mieux pour lui de garder les fonds pour pouvoir les gérer. Et dans ce sens, en nous retournant dans notre fonction originelle, la promotion des filières agricoles, l'État avait l'obligation alors de nous accompagner parce que tout le monde sait ici que c'est l'égrenage du coton qui fait entrer les sous. Et ces fonds pouvaient permettre de poursuivre l'action de promotion des filières agricoles. C'est ce que se faisait. Et je vous dis, de 2009, c'est-à-dire quand nous avons ressenti notre de 2009 à ce jour, vous allez voir que la production cotonnière a augmenté. Le maïs a augmenté chaque année. Et même quand hier, le ministre a relevé les données, il y a encore eu évolution. Ça, c'est le travail des gens de la SONAPA. Donc, quand il dit qu'il n'a pas eu les résultats, mais les gens vous disent qu'ils n'ont pas donné les résultats, mais vous dites qu'il y a une augmentation de production.
quel résultat vous voulez? C'est qu'on fasse tout pour que les produits agricoles puissent augmenter. Donc, vous voyez, ils ont pris notre outil industriel, vous nous laissez comme ça et vous dites maintenant que la maison ne va pas. Et je vous dis, de 2012, quand il y a eu problème, parce que toujours, vous allez comment, pourquoi 2012 est toujours le référent, c'est parce que c'est en ce moment qu'il y a eu problème entre l'ancien chef d'État et le nouveau. Le nouveau qui était le patron de Sodeco, qui avait acheté les usines de Guénaï. Et l'État nous a confié la gestion, parce que qu'on ne le veuille pas, la SONAPA, il y avait un bras opérationnel de l'État. Il nous a confié la gestion de ces outils industriels. Et en avril 2016, les documents sont là. On a reversé comme bénéfice à la Sodeco, c'est-à-dire après avoir enlevé toutes les charges liées aux différentes campagnes agricoles, on a reversé comme bénéfice 12 milliards, plus de 12 milliards à la Sodeco. Ce qui veut dire, si ces usines n'étaient pas cédées à la Sodeco, ces 12 milliards allaient être dans le patrimoine de la SONAPA, on ne pourra pas venir nous dire aujourd'hui que la SONAPA n'apporte pas quelque chose. Alors, c'est une façon de dire que la SONAPA se porte bien. Le problème ne se posait pas, en effet, à ce côté. Alors, le ministre de l'Agriculture était devant les députés. Il a répondu aux questions des députés par rapport à ces problèmes de liquidation, de perte d'emploi au niveau dans les secteurs de l'agriculture. Forcément, vous avez suivi un peu les réponses du ministre de l'Agriculture très rapidement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quelle est votre réaction par rapport à ces interventions du ministre de l'Agriculture? Non, je pense que le ministre aujourd'hui, même si vous allez le voir ce matin, il ne pourra pas vous répéter ce qu'il a dit là-bas. Il ne pourra pas vous répéter, parce que ce qu'il a dit, c'est un déphasage de ce qui se passe. Parce qu'il a dit qu'on est associé, on n'a jamais été associé dans le calcul des droits. Il dit qu'il faut que qu'il y aura 147 000 emplois et il demande à ceux qu'on dit, les agents licenciés, d'aller au niveau de FNPEJ et autres, ANPE et autres. Or, si vous voulez créer 147 000 emplois et vous demandez aux gens d'aller là-bas, ouais, en principe, il y a des gens qui sont déjà là. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Ça veut dire que lui-même, il doute. Parce que quand vous posez ces dégâts, il dit que c'est le PAG qui a dit qu'il y aura 147 000 emplois. Ça veut dire qu'il se dit que lui-même n'est même pas convaincu qu'il y aura 147 000 emplois. Donc, vous voyez, le ministre est venu, il y a eu avant, peut-être quelques minutes avant de venir à ça, on lui a produit un document, il est venu, il a lu, il a fini comme ça. Mais je suis sûr, comme je dis, aujourd'hui, vous l'allez voir sans qu'il ne tienne pas. J'ai le document qu'il est venu lire devant la représentation nationale. Si vous le voyez, il ne pourra pas vous dire ce qu'il a dit dedans. Parce que ça va à l'encontre des tests de la République. Et aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, le ministre Dakar se dit qu'il est un père de famille. Et qu'il a peut-être des enfants avec nous, au niveau de la SONAPA, des structures à l'équité. Et que tout acte qu'il va poser aujourd'hui, l'histoire peut lui poser des questions demain. Ce sera votre mot de fin pour cette émission. Fortuné Asoba, très rapidement, en moins d'une minute, si vous devez conclure ce débat. Merci bien, Manuel. Je pense que pour conclure, j'inviterai le gouvernement à faire beaucoup plus de responsabilités parce que supprimer des emplois pendant que vous dites que vous voulez en créer, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir également que des ministres, pour prendre la parole, cherchent vraiment à comprendre les dossiers. Parce que c'est ahurissant d'entendre, de demander à des grands-pères d'aller au niveau de la NPE pour aller demander d'emploi. Et ceux qui ont 16 ans, ceux qui ont 18 ans, qui ont fini l'université et qui sont dans la rue, qui courent tous les jours avec leur CV. Si les pères de famille à 55 ans, il faut aller à la NPE pour aller chercher d'emploi. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas du tout responsable de la part de ces ministres. Même si on lui a écrit, il devrait lire. Je pense qu'il doit réfléchir avant de lire. Ce n'est pas responsable pendant qu'on dit le PAG veut faire du Bénin le Singapour de l'Afrique. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Kamar Ouassangari, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de la SONAPRA, Ultra SONAPRA, Fortuné Asoba, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Nouvelles Mutations. Merci d'être passé avec vos différentes analyses, avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui et ravi d'avoir été en votre compagnie. Prenez soin de vous. À très bientôt sur SICA.